démarrons la deuxième conférence sur le thème de la mode qui s'appelle « Que se cache-t-il derrière un t-shirt acheté chez Zara ?» ou on aurait pu l'appeler aussi une mode éthique est-elle possible? Éthique, ça veut dire morale. Est-ce qu'on peut mettre de la morale dans le système de la mode? Moi, je suis née à Roubaix, donc c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Roubaix, c'est une cité industrielle, qui était une cité industrielle. Donc c'est une ville qui a été fondée tout entière sur le développement de l'industrie textile. C'est-à-dire qu'au début du 19e siècle, donc c'est très très loin, hein, c'est au début dans les années 1820, pardon, Roubaix, c'était un village de 3000 habitants. Et ensuite, avec la révolution industrielle, c'est-à-dire vous êtes né dans ce monde où quand on a besoin d'un produit, on va l'acheter dans un magasin. Ce monde-là, il est récent finalement, puisqu'il date de 2 siècles. Et que, en fait, la révolution industrielle, ça a permis de faire en sorte de construire des usines et des réseaux de distribution, donc des réseaux de magasins, on faisait dans ces usines les produits qu'on achète aujourd'hui partout dans le commerce, dont les vêtements. Et la ville de Roubaix s'est spécialisée dans le textile. Et donc de 3000 habitants en 1820, donc un village, c'est devenu une très grosse ville, surtout à l'époque, à la fin des années 1800, de plus de 120 000 habitants. Donc toute la ville, vous imaginez, c'est comme si voilà, vous avez été à Montreuil au début juste un petit quartier, et puis ça devient une très très grosse ville. Et en plus avec des villes autour qui se sont développées également sur le même modèle. Donc moi je suis née dans cette ville-là, avec tout cet héritage-là, et je vais vous en parler un peu rapidement parce que c'est intéressant. Et donc du coup, grosse cité industrielle, ville qui se développe tout autour des usines. Donc, est-ce que quelqu'un est déjà allé dans le Nord-Pas-de-Calais? Non. Est-ce que quelqu'un est déjà allé à Lille, par exemple? Oui. Voilà. Vous êtes déjà allé à Lille? Vous êtes déjà allé à Roubaix? Vous connaissiez Roubaix? De nom, peut-être? Bon. Et donc, il faut imaginer une ville où vous avez des énormes usines. Encore aujourd'hui, on voit, ce sont des friches, puisqu'il n'y a plus d'activités, ou de nouvelles activités du temps, mais qui n'ont plus rien à voir avec le textile. Et donc, tout autour, on a construit des maisons. Donc, là, à cette époque, donc, entre 1800 et la fin de ce siècle, donc, enfin, la fin des années 1800, jusqu'à, on va dire, la Seconde Guerre mondiale. Donc on arrive dans les années entre 1940 et 1950, c'est l'essor de cette industrie. Donc des milliers de personnes viennent du monde entier pour travailler dans ces usines. D'abord ils viennent de proche Europe, puis donc de Belgique, etc., Portugal, et ensuite ils viennent du Maghreb pour travailler dans ces usines parce qu'elles ont besoin de main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Mais dans les années 50, il y a un tournant dans la filière textile. Roubaix était spécialisée dans la laine, donc elle recevait du monde entier de la laine brute, et la ville de Roubaix était spécialisée dans le fait de la transformer en laine pour la confection ou pour le fait de le vendre en mercerie, puisqu'à l'époque on faisait aussi beaucoup de choses soi-même. Et donc on se retrouve dans une situation où la laine devient de moins en moins un produit qu'on utilise dans la confection, puisqu'il y a l'essor du coton. Le coton, c'est ce que vous connaissez, c'est ce dont on fait des t-shirts, mais on fait aussi du denim avec, du jeans, etc., etc. Et donc la ville commence à connaître, on commence à aller vers quelque chose de plus compliqué pour les entreprises avec cela. Et puis, c'est à ce moment-là aussi que se développe, parce qu'aujourd'hui, tout à chacun, vous allez acheter vos vêtements finis dans des magasins. Est-ce qu'il y en a qui font leurs vêtements soi-même, eux-mêmes, je veux dire? Non, personne? Bon, ça ne me surprend pas, c'est la norme, tout le monde va acheter son vêtement fini. Il faut savoir qu'il y a encore, donc comme je le disais, 2 siècles, donc pas si longtemps que ça, ce n'était pas la norme. C'est-à-dire qu'au 19e et au début même du 20e, les gens faisaient leurs vêtements pour partie eux-mêmes, et lorsque les gens vivaient en milieu rural, etc.,
c'était sur les temps morts de la culture, de l'agriculture, qu'on tissait des tissus, tout était assez artisanal. Je vous l'ai dit, ça s'industrialise puisqu'on réunit ces moyens de production dans des grandes usines avec des gens qui investissent. Et puis ensuite, on a aussi la question de comment les gens changent de mode de vie et on décide aussi de créer des réseaux de distribution où on va vendre des vêtements, ce qu'on appelle prêt-à-porter. Mais ça date de l'après-guerre. C'est-à-dire que le prêt-à-porter, aujourd'hui tout ce que vous achetez en magasin, c'est du prêt-à-porter. Ce prêt-à-porter, il est récent. C'était pas la norme il y a encore un siècle. Et donc, du coup, vous avez, je l'ai dit, dans les années 50 aussi, ce développement du prêt-à-porter. Et donc, les industriels qui avant fabriquaient et confectionnaient investissent aussi dans les réseaux de distribution. Ce sont toutes les enseignes que vous connaissez. Dans les années 70 se développent les centres commerciaux, tels que vous les connaissez, les grands groupes, Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Et puis aussi des réseaux de distribution, des marques spécialisées dans les vêtements. Alors les premiers, ce sont des magasins, on va dire, de taille moyenne, des indépendants. Je vous conseille, si vous aimez les récits historiques, de lire par exemple Le Bonheur des Dames, où ils décrivent comment dans Paris se développe aussi, il décrit les étals, comment les gens commencent à avoir accès à ces vêtements, etc. Et donc du coup, ces réseaux de distribution se développent aussi. Et puis il y a un basculement, puisque ces marques, dans les années 80 et 90, ça devient l'activité la plus importante. Et elles décident aussi de ne plus faire localement. C'est-à-dire que ce qu'on faisait en France avant comme vêtements et qui était vendu dans ces magasins, on décide de le sous-traiter à d'autres pays du monde parce que c'est moins cher. Et donc c'est aussi le moment où des pays comme la Chine commencent à investir dans des entreprises de confection. Donc eux-mêmes commencent à dire, tiens, nous allons peut-être nous aussi pouvoir produire des vêtements et les vendre à ces magasins des pays européens et aux États-Unis, etc. Enfin, tous les réseaux de distribution dans les pays du Nord, enfin occidentaux. Et donc dans les années 80-90, ces enseignes que vous connaissez bien, hein, je parlais des grands magasins, des centres commerciaux, mais des marques françaises, elles vont discuter avec des entreprises de fabrication dans d'autres pays du monde, notamment en Asie du Sud-Est, d'abord la Chine, puis le Bangladesh et d'autres encore, et elles décident de sous-traiter. Vous imaginez la conséquence pour Roubaix? C'est assez simple, c'est pas les usines ferment, tout simplement. Et donc toutes les usines de fabrication, la plupart d'entre elles en tout cas, ont fermé. Il s'agit des filatures, parce que pour faire un vêtement, il faut commencer par exploiter une matière première. Donc on va avoir du coton, de la laine. Aujourd'hui, il y a beaucoup aussi des fibres issues de la pétrochimie, comme le polyester. Donc ce sont des fibres faites à partir de pétrole. On peut aussi avoir du lin, etc. Donc on va d'abord exploiter une matière première, puis on va selon si c'est de la laine, on va faire du peignage, etc. On va la filer, on va la tisser pour faire un tissu, et ensuite on va confectionner le vêtement. Et entre deux, il y a des stylistes, il y a de la conception, il y a de la création, et ensuite on va le vendre. Et donc on va en parler, on va faire du marketing et de la communication. Ça, c'est la chaîne qui amène à ce que les vêtements soient diffusés auprès de vous dans les réseaux de prêt-à-porter. Puisqu'on arrête la fabrication, il ne reste plus que des activités liées à la conception, au stylisme, à la communication, au marketing, donc des activités tertiaires. Et la fabrication s'arrête et donc la ville s'effondre. J'en arrive à pourquoi je me suis intéressée. Moi, je suis née allez, je vais être coquette, je suis née dans les années 80, c'est pas vrai, je suis née dans les années 70, enfin la fin des années 70. Et donc, moi, j'ai vécu cet effondrement. Je n'ai jamais connu l'ère magnifique parce que nos parents nous racontent avant Roubaix, c'était fantastique, il y avait des usines partout, les gens, ils avaient du travail, c'était la prospérité, on avait de l'espoir, etc. Et moi, je suis née dans une période où l'espoir c'était fini, puisque les usines fermaient une à une, et qu'en fait, il n'y avait qu'un chômage de masse, puisque dans une ville comme Roubaix, dans certains quartiers, c'est 50% de chômage chez les moins de 25 ans. C'est des taux de chômage très très importants, donc vraiment une perte d'espoir. Et du coup, moi, je suis née dans cette période-là, et finalement, si mes grands-parents en l'occurrence, étaient venus dans cette ville, c'était parce qu'il y avait l'industrie textile.
et qu'ils étaient venus travailler dans l'industrie textile. Ils ne sont pas restés très longtemps, ils sont devenus commerçants, mais ils sont quand même venus pour ça. Et du jour au lendemain, quand ces usines s'effondrent, en fait, c'est la fin d'un monde, mais il reste les gens. Et la ville, en plus, est totalement désarticulée, puisqu'il y a des friches partout, l'aspect de la ville se dégrade, les gens sont en souffrance sociale, et moi, je suis née dans cette période-là. Et c'est pour ça que je me suis engagée, parce qu'en fait, tout a été impacté. Les lycées, parce que les gens étaient en difficulté. Donc dans ma classe, sur une classe de 38 élèves, nous avons été 5 à avoir notre baccalauréat. 38, 5. Donc le niveau de souffrance sociale des familles dont étaient issus mes camarades amenait des situations telles que celles que je viens de décrire, c'est-à-dire d'échecs scolaires, complètement de décrochage, mais aussi du côté de l'éducation. Les gens fuyaient cette ville. Donc du coup, forcément, il y avait une désertion, il y avait une peur, il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui déstabilisaient tout ce que nous pouvions vivre au quotidien. Et moi, j'avais deux choix, soit je me contentais d'être juste en colère ou d'être juste triste, ou je décidais de me battre, et c'est ce que j'ai commencé très tôt à faire, dès le lycée, mais ça, ce serait trop long à vous raconter, donc je vais passer tout de suite à la suite, c'est-à-dire aux raisons pour lesquelles je me suis intéressée à l'industrie textile. Donc, pendant toute une période, je me suis engagée dans des projets militants qui visaient à faire en sorte de redévelopper de l'activité dans ma ville. Et j'ai eu la conviction très tôt que créer de l'emploi, ça pouvait se faire dans le domaine de l'écologie. Alors j'avais une espèce d'intuition, de sentiment. Alors je vais faire un petit détour quand même. En fait, j'ai eu la chance de rejoindre une association qui s'appelle les Scouts musulmans de France, qui fait partie de la Fédération du scoutisme français, et j'ai eu beaucoup de chance puisqu'ils avaient une petite antenne à Roubaix. Et cette association, en fait, proposait à des gens comme moi, donc adolescents, un peu plus tard, un peu plus âgés, vers 16-17 ans, je suis devenue encadrante dans cette association. Et donc, je proposais bénévolement, tous les week-ends, on faisait des sorties en plein air, dans des forêts, on allait camper, etc., etc. Et du coup, ça a fait naître en moi un attachement à l'environnement naturel. Alors que moi, j'avais grandi en ville, dans un HLM, dans une cité, et j'étais complètement déconnectée de la nature, etc. Et très tôt, en fait, bon, j'aimais beaucoup les documentaires animaliers depuis toute petite, mais ça, c'est une anecdote. Et donc, du coup, ça a fait naître en moi ce sentiment-là. Donc, j'avais ce sentiment qu'il fallait préserver la nature, cette conviction profonde, aussi que finalement le fait de vivre que dans des cités comme ça dégradées, etc., ça nous donnait, c'est une forme de souffrance aussi au quotidien, et qu'il fallait rebâtir cette ville, qu'il fallait la reverdir, qu'il fallait avoir des jardins potagers partout, qu'il fallait, enfin je savais pas trop quoi. Et du coup, avec des copains, on s'est dit, bah super, on va se réunir et on va créer une université populaire. Alors vous allez dire quel rapport? En fait, on s'est dit qu'on allait déjà réfléchir à ce qu'on ne pouvait pas, nous, en tant que citoyens, reprendre en main le destin de notre ville. Et en proposant des projets comme de l'agriculture urbaine, comme le fait de faire de la rénovation par nous-mêmes de notre quartier, etc., etc. Et on s'est dit qu'on allait se faire aider pour ça par des gens qui nous aideraient qui ont fait les mêmes choses ailleurs et qui ont réussi et qui sont venus nous en parler pendant plusieurs années. Et ensuite, forcément, parce que j'ai fait ça, j'ai monté un restaurant coopératif. Donc, on a bâti un bâtiment bois et paille sur... imaginez qu'une petite friche urbaine, vous savez, un endroit où il n'y a rien, où c'est juste un terrain vague. Nous, on a dit, bah, voilà, on va construire un bâtiment en bois sur ce terrain. Un bâtiment de 600 mètres carrés quand même, donc c'est pas petit. Et on va faire un restaurant bio dedans et on va faire travailler des gens en insertion. Et donc, c'est un marché, ça existe à Roubaix. Puis j'ai fait d'autres projets comme ça. Et puis finalement, je me suis retrouvée, parce que j'étais très engagée, à aussi m'engager politiquement. Je faisais de la radio associative pour parler de ces sujets, enfin tout ça. Et donc, j'en arrive au moment où je prends conscience de ce sujet. C'est-à-dire que finalement, il y a un moment, je me suis dit, en fait, on ne fait que réparer les dégâts de la fin d'une industrie manufacturière, d'une industrie de fabrication du textile. On retourne autour. Et je me suis dit, mais quand même, à un moment, il faut parler de ce sujet-là, de pourquoi la mode et l'industrie textile en est arrivée là, dans notre pays et dans notre région. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, parce que je suis entre deux, j'ai fait des études de sociologie, j'ai fait un master en sciences politiques aussi, et des études d'ingénierie de l'environnement. Alors que très tôt, j'ai fait les doubles cursus parce que je m'intéressais autant
aux questions sociales qu'aux questions environnementales, donc j'ai fait les deux. Et je me suis dit, ben maintenant, depuis il y a 3 ans, il faut s'intéresser à la question de comment le monde économique local, l'économie locale a évolué. Vous entendez sans doute souvent dire on peut rien face aux entreprises, c'est elles qui décident tout. Voilà. Moi, j'avais envie de dire bah non, peut-être qu'on peut influencer les choix aussi. On peut influencer en essayant de proposer une alternative. Et je vais expliquer quoi. Bon. Maintenant, j'en viens au sujet de mon livre, qui n'est pas qu'un livre, qui est aussi, je vous en parlerai aussi après, des actions concrètes. Donc, moi, je me suis intéressée, donc je l'ai dit, à l'histoire du textile sur mon territoire. Et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, quelle était l'histoire de cette évolution de l'industrie. En fait, je vous l'ai dit, au 19e siècle, il y a eu une évolution. On a fait la révolution industrielle. On a réuni des moyens de production, on a innové au niveau des techniques. Et on a commencé à fabriquer de manière standard des textiles, les confectionner, et puis est venu aussi le prêt-à-porter. Cette industrie-là, et les marques de prêt-à-porter, les enseignes, par exemple Aîné à Roubaix, La Redoute, etc., enfin c'est bien connu, leur modèle économique, il est ce qu'on appelle linéaire. Alors je vais peut-être vous perdre un moment, mais je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ils produisent, plus ils vendent, plus ils réussissent. C'est assez simple. Est-ce que ça vous semble cohérent? Plus ils produisent, plus ils vont vendre et plus ils réussissent. Il y a un problème qui est intervenu ces dernières années, c'est que plus on produit, la plupart du temps, plus on prélève dans les ressources naturelles. C'est-à-dire que si vous produisez 10 000 t-shirts en coton et l'année suivante 100 000, vous allez exploiter 10 fois plus de champs de coton. On est d'accord. Sauf que des champs de coton, ça a un impact sur l'environnement. Et l'usine que vous allez fabriquer, enfin que vous allez mobiliser pour fabriquer vos t-shirts, elle va aussi elle-même avoir un impact. Et donc, on est dans un monde où les ressources naturelles sont finies. Il n'y a pas de planète B, C, D. Une fois qu'il n'y a plus de terre agricole à exploiter, il n'y en a plus. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Une fois qu'il n'y a plus telle ou telle ressource, il n'y en a plus. Il n'y a qu'une planète. Donc, ça pose un problème par rapport à l'écologie. Et en plus, ce modèle-là, son but, c'est de produire le plus, d'accord, mais aussi le moins cher. Ça veut dire qu'on va chercher, plus on produit pas cher, plus on vend cher, enfin en tout cas à un prix défini, plus la marge, le bénéfice, c'est pas tout à fait le mot qu'on doit employer, mais je vais être le plus simple possible, de l'entreprise va être important. Sauf que quand on veut produire pas cher, qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. Si on veut, moi je veux produire le moins cher possible, qu'est-ce que je vais faire pour pas que ce soit cher la fabrication? Oui? La qualité. La qualité, très bien, oui, effectivement. On peut aussi réduire le coût de la main-d'œuvre. Exactement. Réduire le coût de la main-d'œuvre. Produire soi-même. Ah oui, ça c'est super. Utiliser des ressources qu'on produit soi-même. Oui. Pouvoir faire. Oui, effectivement. Ça c'est la vraie alternative. C'est-à-dire qu'on peut produire pas cher en faisant ça. Et ça, en plus, c'est écolo. Donc ça, je vais en parler après dans les solutions, effectivement. Donc vous avez dit, effectivement, les deux choses essentielles. C'est-à-dire que quand je veux produire le moins cher possible, je vais, essayer de trouver l'endroit du monde où les gens sont payés le moins cher possible. Et 2, je vais faire en sorte de ne pas me soucier trop de la qualité des fibres, de la qualité de la fabrication, etc. Parce que ce n'est pas le sujet. Et donc, c'est ce qui se passe dans ce modèle-là. C'est-à-dire que forcément, on est obsédé par produire le plus vite possible et le moins cher possible. Et donc, voilà. Et donc, la conséquence, en poussant au bout ce modèle-là, on est arrivé à ce qu'on appelle la fast fashion. Vous savez ce que c'est la fast fashion? Oui. Si je ne me trompe pas, c'est le fait de produire chaque saison de nouveaux vêtements à prix le moins cher, en qualité basse, mais le fait que les gens jettent encore parce qu'il y a toujours de nouveaux vêtements qui sortent et que c'est à la mode. Voilà, exactement. Alors du coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire que
avant, il y a 30 ans de ça, on avait 2 saisons par an, printemps-été et automne-hiver. Donc ça, c'est les premières données du problème. On dit, ouais, mais moi, je veux produire le plus possible et vendre le plus possible. Donc, il faut que les gens y aillent sans arrêt en magasin pour racheter. S'ils vont que 2 fois par an, c'est ça limite quand même. Et donc, on change les saisons. On dit, maintenant, il n'y a plus pas trop de saisonnalité. D'ailleurs, même dans la haute couture, si vous suivez, on en parlera peut-être après, les défilés, maintenant, il y a plus de 2 défilés par an. Il y en a des tas, il y a des défilés croisières, il y a des pop-up, des collaborations. On invente un tas de trucs pour attirer sans cesse le client vers les produits. Mais dans le prêt-à-porter classique que vous connaissez, ce qui se passe, c'est qu'on va simplement faire du réassort permanent. On va réassortir les rayons en permanence de nouvelles tendances. Alors ça, c'est en plus supporté par les réseaux sociaux, puisque maintenant, c'est un média très puissant. Avant, c'était les magazines de mode. Maintenant, c'est aussi beaucoup les réseaux sociaux. Et donc, en permanence, on va voir l'arrivée de nouveaux produits indépendants de la saison. On peut vous vendre des sandalettes en hiver, etc. Enfin, peu importe, c'est pas très grave. Généralement, quand on les vend en hiver, c'est pour que vous les mettiez une soirée au réveillon. Donc, vraiment très intéressant. Et voilà. Et donc, du coup, effectivement, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question. Vous achetez où vos vêtements? Qui achète chez Primark? Ouais, tout le monde? Primark, Zara? Non mais c'est pas une colle, hein. Zara, vous connaissez? H&M? Je continue. Donc vous voyez ces enseignes chez qui vous allez, vous le voyez, hein. Chaque fois il y a... Zara, c'est celui qui pousse ce modèle le plus loin, puisqu'ils ont 12 000 modèles par an dans leur magasin. 12 000. Bon, donc plus vite, et je l'ai dit, plus vite et moins cher, c'est aussi la fast fashion. Donc avec des salaires, le but c'est que le sous-traitant avec lequel on travaille souvent à l'autre bout du monde produise le plus vite possible et le moins cher possible. Est-ce que vous avez entendu parler de la catastrophe du Rana Plaza? Non? Est-ce que quelqu'un peut m'en parler? Est-ce que vous avez un... N'hésitez pas à lever la main. Non? Personne? Allez-y, allez-y. C'est une usine au Bangladesh de fast fashion qui s'est détruite en fait, qui s'est effondrée. Il y a plein de travailleurs qui sont morts. Voilà, c'est ça. En fait, en 2013, il y a une usine qui était un sous-traitant d'énormément de marques, dont certaines que vous avez citées, et qui, en fait, c'était un sous-traitant. Donc, c'est une usine qui était seulement de fabrication, de confection. Et cette usine, elle s'est effondrée parce qu'il y avait des malfaçons dans la fabrication de l'usine et qu'il y avait énormément de monde, que c'était un immeuble qui n'était pas forcément fait pour faire de la confection, c'est-à-dire que ce n'était pas une usine à proprement parler, ça pouvait être très bien un immeuble d'habitation. Et donc, il y avait 1200 personnes, dont une crèche au rez-de-chaussée, qui était dans cet immeuble-là. Enfin, il y avait plus que 1200 personnes, il y avait des milliers, plus de 1000 personnes qui étaient dedans. Et l'immeuble s'est effondré. Il y a eu 1200 morts. C'est une des plus grandes catastrophes industrielles. Et quand on a regardé les décombres, on a trouvé des étiquettes de marques de tout l'Occident, et en particulier des marques européennes et des marques françaises, bien sûr. Donc cette catastrophe de 2013, elle a ouvert les yeux de pas mal de gens sur les conditions de travail, le vrai coût des vêtements qu'on achète ici, parce qu'un salarié au Bangladesh, il est payé... Quand vous achetez un t-shirt, la part consacrée au salaire de l'ouvrier, c'est 0,6%. C'est même pas 1%. Donc si vous achetez un t-shirt... On a distribué le truc sur les t-shirts du livre. Voilà, c'est ça. Donc c'est très important de l'avoir en tête parce que pour vous, la fabrication, c'est quand même essentiel. J'achète un vêtement. La façon dont il est fabriqué, le savoir-faire qu'on utilise, c'est quand même important. Vous êtes ici, pour certains d'entre vous, vous travaillez, vous allez vers des domaines aussi, soit artistiques, soit de création, etc. Et donc, vous voyez la valeur que ça a. Sauf que là, c'est considéré comme ayant peu de valeur. Et même l'usine elle-même, en fait, si vous prenez toute la phase de fabrication, c'est moins de 10% du prix d'un vêtement. Et l'usine de confection, c'est 5%, voilà. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on dévalorise complètement la fabrication, mais au-delà de ça, ça veut dire qu'on n'assure pas aux salariés des conditions de travail et un salaire décent. Et puis, on n'assure pas non plus pour l'entreprise des capacités à investir pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans des tombeaux ouverts comme une usine qui peut s'écrouler du jour au lendemain
et on n'assure pas les moyens pour investir, pour moderniser aussi, parce que quand vous visitez, quand vous voyez les images de ces usines, il y a beaucoup de reportages qui ont été tournés, on y trouve bien sûr des enfants, on y trouve de toutes sortes de situations qui ne sont pas acceptables, et à la fin ça termine dans un magasin très joli, très lumineux, avec une superbe musique d'ambiance, de très beaux vêtements en tout cas dans la façon dont ils sont achalandés et mis en valeur. Mais en réalité, ce qui se cache derrière, c'est cette réalité-là. Il y a une autre réalité qui est encore plus, je dirais, invisible à nos yeux, c'est l'impact environnemental. C'est-à-dire, quel est l'impact? Parce que là, aujourd'hui, on parle souvent de la mode comme la deuxième industrie la plus polluante au monde. Alors, je vous dis ça, en même temps, c'est pas avéré. C'est-à-dire cette notion-là, elle n'est pas prouvée dans l'absolu parce qu'on n'a pas vraiment de capacité de dire « Ah, c'est 1, ça, 2, ça, 3, ça ». Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est la première chose, c'est que vous avez entendu parler du dérèglement climatique. Vous savez ce que c'est? Oui? Quelqu'un? Pour éclairer les... Oui, allez-y. Exemple, là, donc déjà environ 8 degrés, normalement il est censé faire un peu plus froid que ça. Le fait que c'est pareil, on peut faire du réchauffement climatique, où les glaciers fondent et que la température augmente alors qu'elle est censée être basse. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc en gros, on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre créent un effet qui entraîne un réchauffement, on appelait souvent ça le réchauffement. En réalité, c'est aussi un dérèglement, c'est-à-dire qu'avec la montée des températures, vous avez des phénomènes climatiques extrêmes. Tempêtes, ouragans, typhons, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et donc, du coup, plus on émet de gaz à effet, plus on continue à émettre de gaz à effet de serre, plus on augmente cet effet-là, et plus on met en danger notre survie. Parce que si la température augmente, ce sont les océans qui montent, ce sont les espèces qui disparaissent, c'est la biodiversité, donc ce qui nous fait nourrir chaque jour, qui est bouleversée. Puis il y a des impacts sur la santé, avec la présence de particules fines dans l'atmosphère qui entraînent des problèmes respiratoires assez graves. On compte en dizaines de milliers de décès le nombre de personnes qui, chaque année en France, meurent à cause de ces effets climatiques. Et donc du coup, enfin ces émissions de polluants dans l'atmosphère, plutôt pour être tout à fait précise. Et donc du coup, sachez que l'industrie de la mode, alors si j'ai une question, selon vous, qu'est-ce qui émet le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Allez-y, oui. Comment? Oui, nous. Ah oui, c'est nous, hein, ça c'est avéré. Les activités humaines, vous avez tout à fait raison, exactement. Oui. De confection, tout ce qui est textile, les usines aussi, enfin tout ce qui est dans l'usine et tout ça. Il y a aussi le fait qu'on conduit des voitures. Ouais. Oui. Alors il y avait monsieur derrière. Jeune homme. Ah bah très bien. Vous avez parlé d'une seule voix, alors c'est parfait. Il me semble aussi qu'il y a des images de masques qui... Exactement. Oui, oui. C'est dans les activités humaines. Effectivement, le secteur agricole est l'un des plus polluants, notamment les élevages, parce que plus on mange de viande, plus on élève d'animaux, de bêtes, et plus il y a du méthane dans l'atmosphère, parce que je vais vous faire rire hein, avec des lycéens, mais les pets de vache, tout simplement, émettent énormément de méthane dans l'atmosphère. C'est une réalité, parce qu'on mange tellement de viande, les élevages sont tellement grands que ça déséquilibre notre atmosphère. C'est quand même incroyable. Et donc, mais sachez que c'est... l'industrie de la mode émet plus de polluants que le transport aérien et le transport maritime. Souvent on dit « Ah mais prends pas l'avion, tu contribues au dérèglement climatique ». Enfin souvent, peut-être pas pour vous, mais souvent on entend « Attention, le kérosène, les avions, etc. » Non, la mode, ce qu'on achète comme vêtements a une contribution finalement plus importante sur le dérèglement climatique. Deuxième sujet, vous savez, l'eau. Vous avez déjà vu des reportages sur les pénuries d'eau dans le monde? Eh bien la mode, pour faire des vêtements, la mode est la 3e consommatrice des eaux de surface dans le monde. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que quand on teint un vêtement, eh bien soit on a des normes très strictes qui empêchent d'émettre directement l'eau qui a été utilisée par la teinture dans le milieu naturel, soit vous n'avez aucune norme, aucune centrale d'épuration. Et la conséquence, c'est que votre polluant et votre teinture, tout ce que vous avez utilisé pour la finition de votre vêtement, il va aller directement dans la nature. C'est comme ça
ONG comme Riverkeeper parle de 70% des rivières en Chine polluées par l'industrie textile, et qu'un superbe reportage qui s'appelle River Blue montre qu'on est capable de connaître la couleur à la mode cette saison en filmant certaines rivières dans les pays producteurs. Donc, vous voyez le niveau quand même. Et je pourrais vous citer un nombre incalculable d'impacts comme ça, juste un comme ça, sur le coton. 25% des pesticides du monde. Alors un pesticide, c'est un produit phytosanitaire qui est utilisé dans l'agriculture pour éviter que les plantes soient mangées. Évidemment, il y a une alternative qui s'appelle l'agriculture biologique, qui est formidable, et ça je pourrais en parler aussi, mais qui permet de faire la même chose sans tous ces polluants. Sauf que ces pesticides, c'est un business. Plus on rend dépendant les agriculteurs, enfin il y a toute une histoire autour de ça. Sachez qu'il y a 25% de ces pesticides simplement sur le coton. Et donc quand on met des pesticides, on détruit une partie de la faune, plutôt des insectes, on stérilise les sols, ça veut dire que demain, ce sera beaucoup plus difficile de cultiver cette terre pour faire à manger, etc. etc., etc. Donc voilà la situation aujourd'hui, et ça ne va pas s'arranger. Puisque, sachez que depuis les années 2000, alors vous étiez né en 2000, là, je ne me rends pas compte. Non, ben non. Non. Vous êtes... Non 2000. Ah non, mais pas du tout. Bon, alors avant que vous soyez né, sachez que juste avant que vous soyez né, si on compare la situation avec juste avant que vous soyez né et aujourd'hui, on a doublé la production de vêtements dans le monde. Et sachez aussi que d'ici à ce que vous soyez majeur, donc que vous ayez quitté le lycée en 2020, j'imagine, pour certains d'entre vous en tout cas, je vous le souhaite, et bien sachez qu'on aura triplé, multiplié par 3 la production de vêtements. En fait, on dépense moins pour acheter des vêtements aujourd'hui, si on prend les Français, mais on va aussi en acheter beaucoup plus parce qu'ils sont moins chers, parce qu'il y a ce processus que je vous ai décrit. Donc, en plus, un vêtement sur 2 que vous achetez, ça c'est une moyenne en France, n'est pas porté ou très peu porté. C'est-à-dire qu'il reste dans le placard la plupart du temps. Et la dernière chose, c'est qu'on en jette énormément et il y a simplement 30%, donc un vêtement sur 3 qui est revalorisé, c'est-à-dire qui est mis dans un circuit de solidarité pour être vendu dans des friperies, de réemploi dans des circuits, etc. Où on peut faire du chiffon, on peut faire de l'isolant, on peut aussi refaire du fil avec des textiles. Sachez qu'il n'y a que 30%, un vêtement sur 3, le reste ça part à la poubelle des déchets ménagers. Donc vous voyez, c'est un grand gaspillage. Donc détruire la planète pour gaspiller à la fin ce qu'on a produit, ça n'a pas de sens. Mais évidemment, je vous l'ai dit, le modèle économique des entreprises et des enseignes est fondé là-dessus. C'est-à-dire que leur sujet à eux, c'est vendre toujours plus, produire toujours moins cher, que vous consommiez toujours plus, et à la fin, si on jette toujours plus, ça n'est pas grave. L'important, c'est que les gens, ils reviennent. Et donc, moi, je promeux une alternative. Une alternative qui est à la fois morale, Claire Loupiac, elle a dit, qui est un principe de base, qui consiste à dire que, en fait, ce que nous faisons aujourd'hui comme activité humaine ne doit pas empêcher le vivant demain d'exister. C'est-à-dire que si ce qu'on fait aujourd'hui rend la vie impossible demain, il faut le changer. Parce que ça veut dire que les générations futures vont devoir payer le prix, et le prix fort, qu'on les met en danger, on met en danger la survie de l'humanité, et qu'en plus, ça se fait la plupart du temps, et comme je vous l'ai décrit, pour rien. C'est-à-dire que si c'était parce qu'on mettait tout ce qu'on achète, que c'était revalorisé, etc., ça aurait du sens. Mais là, c'est pas du tout cohérent. On détruit pour juste jeter à la fin. Donc, nous, ce que je promeus, c'est l'idée de considérer déjà, qu'il faut produire moins. Voilà, parce que les gens n'ont pas besoin de tout ça. Et d'ailleurs, ils ne le portent pas. Et souvent, c'est jetable, parce que la qualité est moindre. Si vous prenez une fibre de coton, plus les fibres sont courtes, plus le t-shirt va se déformer, vous allez le mettre 2, 3 fois, allez, et puis ça va finir dans un placard, et au mieux vous allez le mettre au relais, donc dans des bornes de collecte. Au pire, vous allez simplement finir par le jeter après l'avoir utilisé en t-shirt pour dormir, 3-4 fois, pareil. Et donc du coup, produire moins, mais mieux, ça veut dire se demander comment on peut améliorer la fabrication des textiles. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. C'est la base.
C'est-à-dire que je me demande si, par exemple, plutôt que d'utiliser du coton traditionnel, je ne peux pas utiliser du coton biologique. Ce sera peut-être un peu plus cher, mais peut-être que la qualité, je pourrais vendre mon vêtement un peu mieux. C'est-à-dire que plutôt que de faire un t-shirt à 5 €, le prix d'un sandwich, je vais peut-être faire mon t-shirt, le vendre à 15 ou 20 €, mais expliquer à mon client qu'il est d'une qualité supérieure et que ça justifie de consacrer un peu plus de budget. Et en plus, il va durer plus longtemps. Plutôt que d'en acheter 3, il devra en acheter qu'un. Ensuite, je peux aussi réinvestir dans la façon dont on fait les vêtements aujourd'hui, c'est-à-dire en consacrant plus d'argent à la production des vêtements, c'est-à-dire que je suis une marque. Si je dis « Ah mais maintenant j'accepte de payer un peu plus cher », ça veut dire que les usines vont s'améliorer, que les gens vont avoir des meilleures conditions de travail et que ça aussi je pourrais en parler. Et que ça justifiera que mon prix soit peut-être un peu plus élevé que ce que je pratiquais avant, notamment grâce au solde des Black Friday, tout ça, tout peut être gratuit. Mais tout n'est pas gratuit, il y a une valeur. Donc ce travail-là, il doit être fait. Le deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais avant, quand un vêtement était détérioré, on le réparait. On essayait d'en faire autre chose. Aujourd'hui, ça n'a tellement pas de valeur qu'on le jette. Et donc, il y a des tas d'activités qui peuvent être créées grâce à la réparation de vêtements. On peut aussi louer des vêtements pour une cérémonie. On n'a pas besoin d'acheter, on achète une robe parce qu'il y a un anniversaire ou je dis un anniversaire, dans ma génération c'est plutôt des mariages ou des baptêmes, mais passons. Donc du coup pour les fêtes, pour ça on est tenté, c'est pas cher, la petite robe en polyester à 15 €, c'est pas grave, voilà, sauf qu'on va pas la mettre très longtemps et qu'en plus elle est pas forcément très jolie parce que les finitions sont pas terribles et donc du coup on peut louer aussi. Donc il y a aujourd'hui des plateformes digitales qui permettent de louer des vêtements pour pouvoir en changer plus souvent. C'est une autre façon de gérer son budget vêtements. Et puis enfin, on peut recycler. Et tout est recyclable. C'est-à-dire que ce soit dans des circuits de seconde main, que ce soit dans la transformation. On a aujourd'hui des créateurs qui refont des très beaux vêtements à partir de chutes de tissu ou de vêtements de seconde main. Et les marques aussi peuvent s'y mettre, puisque d'ailleurs elles s'y mettent en proposant aussi de customiser des collections qui n'ont pas été vendues les saisons précédentes, plutôt que soit de les solder à très très bas coût, soit parfois de les détruire. Et donc c'est toute cette mode qu'on appelle circulaire, qui en fait s'inspire de la nature, parce que dans la nature tout se transforme. Dans la nature, vous avez une feuille d'arbre qui tombe, elle devient du humus pour réalimenter l'arbre. Eh bien, l'idée, c'est de reprendre ce schéma-là dans tous les secteurs d'activité, y compris le textile et la mode, pour se demander comment ce que nous produisons est optimal, c'est-à-dire qu'il émet le moins de polluants possible et le plus neutre possible, et il va être effectivement utilisé, porté, etc. Et comment il pourra être réutilisé, et comment il pourra être éventuellement partagé, j'ai parlé de la location, et comment il pourra être réutilisé pour réalimenter la création de mode. Et je terminerai juste sur un point, c'est que la mode, c'est très important en fait. Souvent on se dit c'est futile, après tout. Si on fait tout ce mal-là avec la mode, pourquoi ne pas simplement tous s'habiller pareil, mettre des uniformes en chanvre, parce que le chanvre et le lin et l'ortie par exemple, qui sont des fibres textiles formidables, qui sont les moins polluantes, etc. Donc on pourrait imaginer se dire bon bah on arrête. Sauf que la mode c'est un moyen d'expression, vous le savez, à travers de vos vêtements, chaque matin vous choisissez d'exprimer votre identité. Vous choisissez d'exprimer, finalement c'est un message non verbal. Avant même que vous ouvriez la bouche, on peut ressentir quelque chose de vous que vous souhaitez partager avec les autres. Et donc c'est un acte de civilisation et de culture très important. Depuis l'aube des temps, même quand on faisait des vêtements avec ce qu'on avait sous la main, on a vu que les premiers hommes utilisaient des techniques assez recherchés pour se distinguer, pour faire des vêtements différents, ils étaient dans la quête du beau, en tout cas le beau selon eux. Et donc quand on voit par exemple dans certains musées ou dans certaines expositions ces vêtements, on se dit mais dès l'époque où ils étaient dans un mode survie, ils ont cherché ce raffinement-là. Donc il est aussi ancien que l'humanité. Et donc on ne peut pas l'abandonner comme ça. En plus, la mode, c'est aussi un facteur d'émancipation. Je vous ai parlé d'une période où il n'y avait pas le prêt-à-porter. À la période où il n'y avait pas le prêt-à-porter, avec vos vêtements, je savais qui vous étiez. Avant même que vous ouvriez la bouche, je peux dire, vous êtes de telle classe sociale, vous êtes un ouvrier, vous êtes un paysan, vous êtes ça, vous êtes ça. C'était une assignation. On ne pouvait pas s'émanciper par dire que, voilà, c'est quand même pas très agréable.
dire vous êtes une personne de tel milieu, de tel... Non, là, on peut être ce qu'on veut. Il y a une émancipation, une liberté. On peut s'exprimer comme on veut. Et donc, du coup, c'est quand même quelque chose auquel on peut être attaché. Par contre, la mode telle qu'elle est aujourd'hui est démodée. Cette volonté de changer toujours de tendance, etc. Et de finalement d'uniformiser par ces grandes enseignes. Il faut retrouver finalement une diversité, il faut retrouver une transparence, une traçabilité et une sincérité aussi peut-être dans la façon dont on fait la mode, plutôt dont on s'habille, dont on fait le vêtement, dont on pense l'élégance et la façon dont on a envie de s'exprimer au travers de ce formidable vecteur et ce besoin fondamental qu'on a de s'habiller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci de votre attention. On peut passer aux questions. Alors, il y a les invendus. La première chose, c'est qu'ils sont... on fait du discount au moment des soldes du privé, au moment du Black Friday, enfin tout ce que vous voulez. Il y a des outlets, donc c'est des magasins certaines enseignes ont leur propre magasin où ils vont aller déstocker. Donc les fins de collection vont être revendues dans un circuit bis avec les collections des années passées. Vous les retrouvez un an plus tard dans ce magasin-là. D'ailleurs, entre parenthèses, on sait aussi que certaines grandes marques plutôt chères, elles produisent parfois des vêtements juste pour ces magasins-là. Hein. Donc, ça, c'est une parenthèse. Hein. Donc, c'est un peu une astuce pour dire, oh, vous allez faire une bonne affaire. En fait, c'est des trucs qui n'ont jamais existé ou qui ont été reproduits. Enfin, bref, peu importe. On s'en fout. Ensuite, premier circuit, l'outlet, donc le magasin de l'enseigne. Le deuxième circuit, ce sont les soldeurs. Donc, c'est des gens qui vont venir acheter au kilo, aux tonnes même parfois, les vêtements. Donc voilà, il y a un échantillonnage, ils disent voilà, moi je veux du t-shirt, du ça, puis voilà, ils prennent, et c'est à très bas coût, voilà. Et dernier circuit, c'est la solidarité, les associations de solidarité, donc ils ont des partenariats avec certaines associations pour donner. Et finalement, il y a des choses qui restent en stock aussi, voilà, parce qu'ils ne savent pas, ils attendent. Contrairement à ce qu'on croit, moi, dans les enseignes que je connais, je n'ai trouvé aucune enseigne qui détruit des invendus. On trouve toujours un système, même si vous ne trouvez pas dans les magasins, si vous ne trouvez pas en France les invendus de telle ou telle marque française, c'est parce qu'il y a souvent des accords avec les soldeurs pour qu'ils revendent dans des circuits où l'enseigne n'est pas. C'est-à-dire ils vont choisir, par exemple, Zara a un soldeur à Dakar. Il y a une boutique Zara à Dakar, soldeur. C'est un outlet Zara, mais il n'y aura jamais d'outlet Zara dans un pays où il y a Zara, voire dans un pays limitrophe où il y a Zara. Voilà. Donc c'est un exemple de choix qui sont faits. Mais ça, alors après par contre, vous avez eu H&M qui a détruit l'équivalent de 4 milliards de dollars d'invendus incinérés parce que les volumes étaient trop importants. C'était des jeans, ça c'était de l'hiver. C'était une saison hiver qui a très mal marché. Voilà, et en fait, il y a eu plusieurs discours, c'est-à-dire qu'on a dit oui, c'est des invendables, c'est-à-dire que, je vous ai dit, hein, en fait, comme il n'y a pas forcément de normes dans la fabrication, parfois vous avez des textiles qui sont toxiques. C'est-à-dire que le pH de votre vêtement, il n'est pas neutre et qu'il y a des risques d'affection, notamment cutanées. Et donc, du coup, ils s'en rendent compte quand ils arrivent, ils font des tests au niveau de contrôle qualité, ils se disent « Oh là là, je vais me payer un scandale monumental » et donc, on ne peut pas les mettre en vente. Et ça pose un problème. Et du coup, ça par contre, souvent, ça part à la destruction. Donc, H&M avait, je pense, argumenté là-dessus. Donc, voilà. Mais globalement, quand même, c'est du gaspillage parce que vous avez des produits qui sont vendus à tellement bas coût que même ce que je disais tout à l'heure, on dit plus je vends, plus je produis, plus je vends, plus je gagne. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des invendus, que ça se passe pas comme prévu, que finalement, c'est pas autant gagnant du point de vue économique. Vous allez me dire pourquoi ils continuent, parce que c'est une course folle et qu'ils ne savent pas faire autrement aujourd'hui. C'est pour ça que toutes les alternatives qu'on promeut, d'essayer de revisiter un peu comment ça fonctionne, ça peut être, je pense, ça peut aussi être rentable économiquement. Internationalement, il y a des données chiffrées pour dire les magasins, à peu près combien ils détruisent par an, ou sur une période de 10 ans, ils ont détruit tant de produits, ou ils ont trouvé un circuit autre pour leur filer. On n'a pas de chiffres à ma connaissance. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Hélène MacArthur
qui fait des analyses au niveau international. Ce qu'on sait, c'est que déjà dans la phase de production, quand vous faites un vêtement, il y a 15% de chute. Bon, déjà, ça, c'est pas bien, parce que le tissu, il a été tissé. Enfin, il a, pareil, plante, filage, tissage, etc. Et à la fin, poubelle. C'est un peu dommage. Donc déjà, il y a tout un sujet sur comment on ne fait pas de chute. Donc ça, voilà. C'est déjà un sujet au niveau de l'éco-conception. Puis deuxième, c'est effectivement les volumes globaux. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on, si on valorisait mieux ces invendus et aussi les produits en fin de vie après consommation, qui parfois sont des produits neufs, hein, pour partie, on a un volume d'activité énorme, c'est-à-dire que ça créerait plein d'emplois. On parle de 422 milliards de dollars au niveau international. C'est-à-dire que c'est aussi un secteur d'activité qui pourrait être rentable, plutôt que de passer par la case d'exploitation de ressources naturelles, refaire du vêtement, etc. Mais on n'a pas de... Enfin, ma connaissance, fait qu'il faut qu'il y a peut-être des chiffres actualisés, mais à ce stade, c'est pas très transparent. Personne ne communique là-dessus. À chaque fois, ça fait l'objet de scandales assez importants. Ça fait la une parce que ça montre la folie de ce système, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des marques qui font autrement? Ah bah oui, il y en a. Oui, il y a des marques qui font autrement. Et aujourd'hui, il y a des marques c'est depuis une quinzaine d'années, il y a des marques qui ont choisi de faire autrement. Qui ont tout entier basé ce qu'on appelle leur modèle économique, leur business model, sur cette notion-là de ne pas impacter la planète et de faire des produits durables, etc., et d'en faire moins mais mieux. Et donc il y a des vieilles marques françaises que vous connaissez sans doute pas, comme Marmor Luxe, Saint-James, voilà, les jolies marinières, comme je vois au fond, c'est pas si c'est une Armor Luxe, mais voilà, tout simplement. Et donc, c'est des marques qui ont décidé de garder leur fabrication, c'est-à-dire qu'ils ont conservé, ils n'ont pas fait, séparer la fabrication de la distribution. Je vous ai dit tout à l'heure, les marques, souvent, elle n'a pas d'usine. Vous allez acheter une marque, elle n'aura pas d'usine en fait pour fabriquer. Elle va aller chercher une usine n'importe où dans le monde qui est la moins chère possible pour fabriquer. Ou la plus compétente, si c'est une marque quand même un peu plus haut de gamme. Mais du coup, il y en a qui ont décidé de garder, comme Armor Luxe, continue de faire lui-même ses pulls, tout est au même endroit, il distribue lui-même. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'il maîtrise en fait simplement, et il maîtrise les conditions de travail, il sait comment c'est fait, et il peut vous en parler. Saint-James, et après les marques les plus récentes, c'est Ekiog. Vous connaissez Ekiog ou pas? Pas du tout. C'est du plutôt moyenne gamme, haut de gamme. On est sur des prix quand même assez importants. Après, c'est les mêmes prix, voire c'est moins cher que dans des marques très mode comme Sandro, Mage, etc. Elles ne sont pas du tout dans cette démarche éthique. Hein. Mais vous voyez, il y a des marques éthiques comme Ekiog. Bon, pour des clients de chez Sandro, Mage, c'est cher, hein, mais ils peuvent aussi trouver une alternative dans de l'éthique. Il y a Veja, basket. Vous connaissez Veja? Qui connaît Veja? Bah, ouais, c'est ceux qui ont le plus réussi parce qu'ils proposent des baskets au même prix que les baskets que vous avez au pied. Puisque c'est des prix tout à fait abordables. C'est-à-dire que c'est les mêmes prix que les sneakers classiques. Et la plupart des gens en achètent sans savoir que c'est une marque totalement éthique, qui fait du caoutchouc naturel, qui fait même des baskets véganes, donc qui a réussi à trouver des procédés, etc. et qui marche très très bien. Voilà. Et après, il y a plein de jeunes créateurs. Et s'il y en a certains d'entre vous qui se destinent à la mode, à la création textile, à la création de mode, sachez qu'aujourd'hui, il y a un monde incroyable de jeunes créateurs très courageux qui ont décidé, quand ils ont créé leur première collection, de le faire tout de suite dans cet état d'esprit, de dire moi je vais utiliser des matériaux les moins impactants possibles, par exemple du tencel, alors je vous parle chinois, mais du lin, du chanvre, etc. Ou des matériaux recyclés, beaucoup utilisent des matières recyclées, ils vont fouiller les fins, il y a plusieurs créatrices que j'aime beaucoup, qui sont à Paris d'ailleurs, hein, qui vont utiliser des nappes, des draps, alors je vous fais peur quand je dis ça, mais je vous assure quand vous voyez le résultat fini, c'est vraiment très très beau. Ils vont utiliser toutes des matières recyclées, en fait, des matières qui servent à rien, qui auraient été détruites ou utilisées comme isolant ou comme chiffon, et ils en font des nouvelles créations de vêtements. Donc il y a un engagement très fort de la jeune création française pour ça. Et ce qu'il faut espérer, c'est que certains aient du succès et puissent développer des réseaux de magasins et pouvoir proposer ça un peu partout, y compris à vous, qui, à mon avis,
voilà, n'avaient pas forcément un gros budget, mais l'idée aussi, c'est un de ces enjeux, c'est de pouvoir permettre à tout le monde d'accéder aussi à ces produits-là. On parle du Made in France, mais le truc c'est que en général le Made in France n'est pas forcément créé en France, mais seulement monté en France. Oui. Pour les vêtements, ça fonctionne pas pareil ou pas? Oui, alors effectivement, de toute façon, sur une étiquette, la seule obligation légale qui doit être inscrite, c'est la composition du vêtement. C'est tout. Donc du coup, Made in France, pas Made in France, c'est une déclaration. Alors il y a des labels, Made in France garantie, enfin tout ça, mais globalement quand même, vous avez raison, c'est très difficile de... Il y a des taux, il faut que 30%, il faut que soit fait en France. Bon, globalement, ça ne veut pas forcément, effectivement, ça pas, parce que le tissu peut venir d'ailleurs, de l'autre bout du monde, certains matériaux aussi qui composent le vêtement, voilà. Donc, moi, je ne défends pas forcément le Made in France. Je défends le Made in France, par exemple, je défends des filières pour une meilleure valorisation et un meilleur recyclage des vêtements, des produits textiles, des invendus, des invendables en France. Et je considère que déjà ça, si on réutilisait comme matière première ces produits-là, dans la création de nouvelles collections de vêtements, on pourrait créer plein d'emplois et en plus, on les ferait localement. Je défends aussi l'idée qu'on n'est pas obligé de faire du coton systématiquement dans l'habillement. On peut utiliser d'autres matières, comme le lin. La France est le leader européen du lin. Vous savez ce que c'est que le lin ou pas? Oui. Voilà. Bon, c'est une plante, le lin. Et elle pousse partout, sans eau. Ah non, j'exagère, pas le lin. Le chanvre pousse partout. Vous connaissez le chanvre? Pas le cannabis, hein, mais... voilà. Et donc, le lin, non, c'est plus compliqué, mais bon, le chanvre, l'ortie pousse partout, sans eau, sans pesticides. Et donc, ça veut dire que demain, on pourrait très bien imaginer même faire pousser, même dans des milieux urbains. Enfin, c'est pas gênant pour occuper des espaces qui attendent d'être construits, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi, mais, ou simplement dans les territoires agricoles, de faire des champs de lin. Enfin, il y en a beaucoup en France, on est les leaders européens, mais plutôt de champs d'ortie. Ça, je défends l'idée qu'on pourrait recréer des filières locales. C'est déjà le cas dans l'Est. Il y a des premiers jeans en chanvre. Alors, ça fait peur. Mais je vous assure qu'on dirait un jeans classique que vous achetez dans les magasins. Et donc, pas du tout, c'est super beau. Et donc ça, je le défends parce que la plante peut être cultivée ici. La machine pour transformer la plante en fibre, elle coûte 150 000 €. Donc c'est pas des investissements colossaux. Je sais, je vous fais peur avec les chiffres, mais c'est pour dire que ça coûte pas cher. Et puis, enfin, on peut faire du fil tissé. Pour un industriel, c'est rien du tout. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est un détail. Et donc, du coup, on peut le transformer grâce à des machines assez simples. Il ne faut pas des gros investissements. Et puis, enfin, on va avoir la capacité de confectionner, puisqu'il y a encore des ateliers de confection en France, pas assez, mais il y en faudrait encore plus. Et donc, ça, je défends. Par contre, dire on va fermer les usines au Bangladesh. Alors, c'est pas parce que les Français vont arrêter de consommer des produits venus du Bangladesh que les usines vont fermer, la demande est mondiale. Hein. Mais arrêtez, il y a 50% des Bangladais qui travaillent dans des usines textiles. Si demain, on dit tous collectivement qui achetons ces produits issus du Bangladesh, on arrête, ces gens-là n'ont plus rien. Et moi, je sais ce que c'est quand une usine ferme et que les gens n'ont plus rien. Donc, j'ai vraiment pas envie que ça leur arrive. J'ai envie que leurs conditions de travail progressent, que leur qualité de travail progresse, que le respect qu'on a des savoir-faire progresse, mais j'ai pas envie que les gens se retrouvent sans rien, parce que inutile de vous dire qu'au Bangladesh, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Voilà, c'est un pays très pauvre, il n'y a pas beaucoup de solutions. On peut dire oui, les gens retourneront cultiver la terre, mais ça c'est dans notre tête. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça d'organiser ce genre de choses. Et donc, du coup, moi, je suis pas forcément pour défendre 100%. Puis les savoir-faire, ils sont partis là-bas. Aujourd'hui, les gens qui confectionnent en Chine, en Bangladesh et dans d'autres pays du monde, ils sont formés. Ils savent mieux que quiconque parfois faire certains produits. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'il faut plutôt se collaborer pour améliorer les choses ensemble, plutôt que d'opposer un pays à un autre ou un lieu de production à un autre. Et si ça vous semble contradictoire avec ce que j'ai dit sur les gaz à effet de serre, par exemple pour le transport, c'est pas grand-chose dans la facture écologique, c'est qu'une petite partie. Quand on parle du transport des vêtements qui sont faits là-bas, qui viennent ici. Quand je dis une petite, c'est une partie. C'est toujours beaucoup parce qu'aujourd'hui il faut arrêter tout ça, mais on peut imaginer aussi se dire ça, c'est la seule chose que je fais, c'est le transport. Mais pour le reste, je suis impeccable, je modernise mes usines. Et pour la distribution, je fais des produits qui vont être effectivement vendus, j'en produis moins mais mieux, etc. Et j'arrête ce gaspillage. En réalité, faire du commerce
inéquitable. Je pense que c'est dans le capitalisme, c'est un oxymore. Voilà. Et ce que vous défendez, ce que vous prenez, est-ce que c'est pas finalement essayer de peindre en vert ou en inéquitable une société qui produit en permanence finalement des inégalités, des exploitations, des crises, parce que à la moindre crise du système, ces bonnes volontés, elles sont quand même balayées d'un revers de main. Oui, alors, est-ce que c'est peindre en vert? Comment répondre? Alors, il n'y a pas de label aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de label. Il n'y a pas de label unique qui permet de savoir. Si je vais dans un magasin, il n'y a pas une étiquette qui va vous permettre de savoir, voilà, ce produit-là, je sais qu'il fait du bien à la planète, il fait du bien à l'homme, etc. Le seul qui, à mon avis, est intéressant, c'est GOTS. Alors, vous ne le connaissez pas. Global, etc., standard, ça. Bon, bref, c'est un label qui réunit qui évalue tous les impacts sociaux, environnementaux, et lorsqu'il est apposé, vous savez vraiment que ça a été contrôlé. Il n'y a pas de communication particulière, c'est pas comme Max Havelaar, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un truc qu'on connaît bien, mais même Max Havelaar, je ne sais pas si vous connaissez pas, je pense. Voilà. Donc, bon, concernant un public jeune, c'est plus. Voilà. Sur le. Est-ce que du coup ça suffit? Moi, les labels, je pense que si on arrivait effectivement vers un système de normes très contraignant, ça aurait du sens. Mais aujourd'hui, on est dans des entreprises qui sont tellement grosses qu'elles échappent aux réglementations. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire que l'entreprise elle-même, elle est tellement riche, elle a tellement d'employés, elle a tellement de filiales, tellement de force, que quasiment elle est plus forte qu'un État. Je caricature, hein. Pas exagéré, mais... Et donc, du coup, quand par exemple vous avez des normes, des règles européennes qui disent dans les textiles, il ne doit pas y avoir ça, contrôler ça, c'est super compliqué. Quand vous avez une loi qui dit chaque année, les entreprises vont devoir expliquer comment elles garantissent des conditions de travail dignes dans les pays, dans les entreprises avec lesquelles elles travaillent à l'étranger, c'est pareil. Comment on contrôle, comment on fait? Donc ça, c'est un vaste sujet dont je vais éviter de trop parler, mais c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je défends l'idée de faire montrer que finalement, c'est pas qu'une question morale de changer ce système. C'est aussi une question économique. C'est-à-dire qu'il y a un avantage économique à faire en sorte de faire mieux. Parce que, en fait, aujourd'hui, tout le monde fait la course au prix bas le plus possible, les discounts, les pas chers, les soldes, tout le monde le fait. Et on est saturé. Et que le monde qui vient, peut-être que vous, votre génération, vous supporterez de moins en moins ça. Déjà, il y a une génération... Enfin, moi, dans les chiffres de consommation, on voit de moins en moins d'appétence pour ça, d'envie des gens de ça. Et donc, du coup, si on continue sur cette course folle, eh bien, moi, je crois qu'à la fin, on risque de vraiment perdre. Et donc, si on dit que l'embut d'une entreprise, c'est de se distinguer par rapport à la concurrence. Je crois que ce qui va faire la distinction demain pour des entreprises françaises, parce qu'on est ici en France et moi je défends aussi ces entreprises-là, c'est justement de faire mieux, de dire moi, de savoir défendre son produit, mais vraiment pas au travers d'un label qui ne veut pas forcément dire grand-chose, mais plutôt de vraiment être capable d'assurer une traçabilité, capable de dire ça a été fait là, dans quelles conditions, avec quelle matière première, etc., etc. Et aussi, moi je crois beaucoup au recyclage, et pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a un secteur d'activité qui s'appelle le seconde main, donc tous les vêtements qui ont déjà été portés, qui sont revendus. Aujourd'hui, c'est un secteur qui se développe énormément, mais on sait qu'en 2027, ce secteur-là sera plus, c'est-à-dire qu'il gagnera autant d'argent que tout le monde de la fast fashion. C'est-à-dire que le seconde main, le marché du seconde main va être plus important dans 10 ans que celui. Et ça veut dire que nos modes de consommation vont continuer à changer. Pour ça, moi, je défends l'idée que, le vêtement le plus éthique, c'est le vêtement qu'on va porter, et porter très longtemps. Parce que si c'est pour acheter quelque chose et qu'on le gaspille, ça n'a aucun intérêt.
Et que ce qui est encore plus éthique, c'est d'acheter un vêtement qui n'a pas nécessité de prélever des ressources naturelles, du coup d'acheter en seconde main, parce que ça veut dire que ce vêtement il a déjà été produit, il a déjà été éventuellement porté, et moi je vais lui allonger sa durée de vie. Je vais éviter qu'il finisse dans une poubelle. Ça c'est génial. Et troisième, c'est de choisir effectivement des gens qui sont capables de vous expliquer comment a été produit le vêtement. Si mon vêtement, par exemple, si on prend, je vais prendre un exemple, un vêtement en polyester, moi je ne suis pas contre dans l'absolu le polyester, ça peut être une solution pour certaines créations, sauf que quand on achète une robe, enfin un vêtement en polyester, quand vous lavez votre vêtement, il y a des fibres, microfibres de plastique qui vont dans l'eau, dans le conduit d'évacuation. Ce conduit d'évacuation, à la fin, il amène à la mer. Et donc, à la fin, comme dans le monde, on consomme beaucoup de produits en polyester issus de la pétrochimie, donc du pétrole, eh bien sachez qu'il y a l'équivalent chaque année de 50 milliards de bouteilles en plastique dans les océans par ces fibres de microplastiques. C'est-à-dire si vous les cumulez, ça fait l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique qu'on jette dans les océans. Et dans les océans, il y a quoi? Il y a des poissons. Et quand on achète une robe en polyester, il y a une copine à moi d'une marque qui s'appelle Loom qui dit personne, quand il achète sa petite robe sympa en polyester, ça a beaucoup de polyester, les petites robes sympas, eh bien, se dit ah tiens, je vais donner à manger du plastique aux poissons dans les océans. Personne, sauf que c'est la réalité. Et donc du coup, c'est pour ça que je pense que la réflexion sur regarder quelle matière première, qu'est-ce qui compose mon vêtement, est-ce que je vais effectivement le porter, etc. est déterminante. En fait, il faut changer la logique de l'acte d'achat. Pas simplement, effectivement, se dire « Ah, mais il va y avoir des grands labels qui vont tout sauver. » Non. Il y a nous, il y a les entreprises qui ont un intérêt économique à changer, et il y a éventuellement aussi peut-être des mouvements à bâtir au niveau international pour qu'on agisse sur cette industrie qui est effectivement composée aussi de grandes multinationales. Moi, je veux dire, depuis tout à l'heure, on parle d'écologie, on parle de label vert, bio, etc. Mais la source du problème, c'est l'économie. La demande, elle est là. Si nous, on demande des produits moins chers, forcément, les usines, elles vont chercher moins cher. Et où il y a moins cher, dans les pays pauvres. Donc, le problème, c'est quoi? L'économie ou l'écologie? Bah, c'est ce que je disais, hein. Non mais c'est ce que je disais, c'est ce que je disais en fait. C'est-à-dire que pour moi il y a aussi un rôle de la demande. Mais sachez une chose, c'est que quand ils ont, sachez que quand les marques ont commencé à faire la course au prix bas, je vous l'ai dit, il y a 30 ans, on consacrait plus d'argent à s'habiller, mais on achetait moins. Aujourd'hui, on consacre beaucoup moins, mais on achète plus. On a plus de vêtements avec le même prix, on a plus de vêtements. Mais est-ce qu'il y a 30 ans, les gens ont manifesté dans les rues pour dire « Je veux des vêtements pas chers, le prix d'un sandwich, et aussi des vêtements qui sont faits par des gens qui sont payés 30 $ par mois, et aussi des vêtements, etc. » et ça. Personne n'a fait ça. C'est l'offre qui s'est elle-même emballée en se disant « Mon avantage par rapport à l'autre, ça va être de proposer le plus de vêtements possible, le plus de modèles possible, le plus de tendances possible pour que les gens y reviennent tout le temps. Et mon avantage, ça va être de faire le moins cher possible, le plus de discount, en tout cas donner l'impression que les gens font une bonne affaire. » Et donc, c'est l'offre, c'est les entreprises aussi qui ont pris cette initiative. Et donc, elles ont entraîné une perte de repères et de valeurs chez les consommateurs. Et vous, enfin, quand je dis vous, parce que vous êtes très jeunes, vous en êtes les héritiers. Aujourd'hui, vous avez des normes dans ce qui doit être le prix d'un vêtement qui ne sont pas les normes de vos parents et qui sont encore moins les normes qui étaient celles de vos grands-parents. Et sur la valeur du produit, on a perdu une vraie notion de valeur. Moi, ce que je dis, c'est que quand vous prenez votre budget de vêtements, si vous vous dites je n'achète rien que je ne mets pas, ça veut dire que quand vous savez qu'on a un vêtement sur deux qu'on ne met pas dans son placard, bah déjà, je vais doubler mon budget finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque je vais acheter que des vêtements que je porte. Donc déjà, j'aurai un budget plus important. Et puis si je me dis, je veux pas de vêtements qui vont être détériorés au bout de 3-4 mois, ils vont être pas de bonne qualité, je veux un vêtement de qualité. Bah déjà,
je vais avoir encore un budget plus important parce que dans 3 mois, je n'aurai pas racheté un nouveau pull ou un nouveau sweatshirt parce qu'il aura été tout abîmé, bouloché, tout ce qu'on veut. Et si je raisonne encore plus largement et que je me dis, finalement, je suis les tendances, aujourd'hui c'est la mode du jaune, excusez-moi, personne n'est en jaune, non, ça va? Ah mince, voilà, j'ai besoin d'une robe jaune de cette taille-là, de cette longueur-là, comme, je ne sais pas qui sont vos idoles. Mais bon, voilà, hein, peu importe. La même que j'ai vue sur Instagram, la même, ou sur Snapchat. C'est bon, je suis à la page. Et donc, du coup, la même. Et non, en fait, vous allez vous dire, ah, finalement, je vais la mettre 2 fois. Quel intérêt ça a? Finalement, je suis mieux, non pas dans une robe de cette longueur-là, mais dans moi, ça me va mieux. C'est plus mon style par rapport à ma morphologie, par rapport à mon mode de vie, par rapport à tout ça. Et je vais mieux choisir mes vêtements, les garder plus longtemps, me sentir mieux dans ma peau, me sentir plus jolie et du coup j'ai un plus gros budget et je peux peut-être investir sur des choses de meilleure qualité et du coup qui permettront aux gens d'être payés dignement et qui permettront aussi d'éviter d'éviter les impacts sur l'environnement. Acheter moins mais mieux, c'est la clé. Le reste c'est bien, mais c'est vrai que déjà si on commence par là, qu'on est conscient de ça, c'est un changement fondamental. Après, je me fais l'avocat du diable. Il y a l'acte d'achat qui est important, c'est vrai, mais il y a aussi, finalement, les entreprises elles-mêmes, si elles continuent de produire toujours autant, la pollution, elle reste là, même si on n'achète pas. Il y a à un moment donné aussi la question, on la pose à nous, consommateurs, mais elle est véritablement, enfin, le problème à la base, pour moi, c'est les entreprises. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est vraiment ça. C'est la réponse que j'ai apportée. Hein. Comment elles évoluent? Est-ce que vous les avez rencontrées? Comment ça se passe pour les grands groupes? Non, mais ça doit être quand même avec un copain. Alors, il y a une question là. Alors, par contre, j'entends pas votre camarade. Oui. Pour vous, l'uniformisation, elle est mauvaise pour l'écologie et l'économie. Donc, ça serait mieux de s'habiller sur la culture du pays, d'après vous? Oui, moi je pense qu'il y a des savoir-faire. Par exemple, je vais prendre un exemple et après je répondrai à la question. Mais il y a des savoir-faire par exemple, quand vous avez le marché, voilà, ce qui est collecté dans les bennes du relais. Vous voyez les trucs là? Vous voyez? Il y a 70% qui part en Afrique. Donc il y a un formidable marché de la fripe en Afrique. Quand je dis formidable, je mets des guillemets, mais en tout cas c'est la réalité. Du coup, il y a aussi une concurrence entre la confection locale, qui a un coût, et la fripe qui est moins chère. Et donc, il y a forcément des savoir-faire qui vont se perdre. Il y a des choses qu'on savait faire, des types de vêtements, une culture, une civilisation. Bon, est-ce que ça se standardise? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est difficile de porter un jugement de valeur parce que c'est difficile de dire il ne faut pas que vous fassiez ça, chacun fait. Mais il y a une question quand même de préservation de savoir-faire, ça fait partie d'un patrimoine, d'une histoire. Et donc oui, moi je pense que la standardisation, faut la dépasser. Ce qui compte, c'est aussi de pouvoir exprimer sa singularité. Est-ce qu'on a tous envie d'être habillés pareil? Est-ce qu'on a tous envie de... Voilà. Et puis aussi, ce que j'ai dit, si on n'a pas des vêtements qui sont adaptés à son mode de vie, sa morphologie, tout ça, on ne va pas les mettre très longtemps. S'ils ne sont pas confortables, on ne va pas les mettre très longtemps. Donc c'est cette recherche-là, en fait, de trouver le vêtement qui nous convient, qui peut entraîner aussi, finalement, qu'on s'adapte à l'endroit où on vit et qu'on exprime aussi peut-être la culture du pays dans lequel on vit au travers de son vêtement. Mais c'est compliqué, on est dans un univers mondialisé où finalement on voyage beaucoup, on a beaucoup de liens avec des gens à l'étranger, on n'est plus dans un monde où tout est cloisonné, où chaque pays peut revendiquer son costume traditionnel, quoi. Voilà. Et sur la question, moi je commence par la question des entreprises. Mais je répondais à la question justement sur la demande. Mais moi je commence toujours, je dis c'est une question, c'est pour ça que j'ai dit personne n'a manifesté dans les rues pour réclamer des vêtements pas chers. Et c'est les entreprises elles-mêmes qui ont choisi de considérer, de vouloir créer un avantage concurrentiel fondé sur la course au prix bas. Donc pour répondre à la question du coup qu'a prolongé Claire Loupiac, c'est-à-dire on dit qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises? Ben justement, c'est pour ça que moi l'activité essentielle que j'ai, ça n'est pas d'aller voir les gens, les citoyens. Je le fais, là c'est intéressant parce que c'est un jeune public et du coup c'est aussi l'occasion de passer des messages pour qu'eux-mêmes soient acteurs de ça. Mais globalement, moi l'essentiel de mon activité consiste à
essayer de convaincre les entreprises de changer leurs pratiques, pas simplement parce que c'est un impératif moral, on l'a dit, parce que c'est la morale qui nous pousse à ça, mais aussi parce qu'il y a un intérêt économique. C'est-à-dire que comme les ressources naturelles ne sont pas infinies, ça veut dire les ressources qu'on utilise aujourd'hui qui ne sont pas chères, demain elles le seront. Le dérèglement climatique ou la fin aussi on parle du peak oil, la pénurie de pétrole dans le monde, elle va entraîner des changements. Les nouvelles attentes des consommateurs qui commencent à vraiment avoir conscience de ce péril environnemental, elles commencent à émerger. Tout ça met en danger aussi des marques, des enseignes françaises qui pratiquent aussi cela. Et plus la saturation du marché, puisque on met tout le temps en magasin, le marché est saturé. J'ai d'ailleurs un chiffre là-dessus, c'est que ça va peut-être moins vous intéresser, je suis désolée, mais c'est intéressant quand même de l'avoir en tête, c'est que les entreprises françaises, donc les marques françaises, depuis 10 ans, elles ont perdu 17% de leur valeur sur le marché textile français. C'est-à-dire que chaque année, les entreprises françaises, en tout cas, sont plus en difficulté, parce qu'elles ont face à des multinationales qui viennent vendre en France et qui réussissent mieux qu'elles sur cette course au prix bas et aux tendances. Parce qu'elles sont plus grosses et que plus on est gros, plus on peut vendre parfois beaucoup, produire pas cher, etc. Et donc du coup, je pense que c'est un changement nécessaire et moi je plaide pour le changement de l'offre. Alors ça peut passer par de la réglementation, mais je pense aussi que ça peut passer par ce travail de conviction. Parce que moi la réglementation, je n'ai pas forcément de poids dessus, mais par contre il y a une chose qu'on peut faire, c'est essayer de faire cette démonstration que ça peut marcher, et les marques éthiques qui fonctionnent bien comme Veja, mais aussi dans d'autres domaines d'activité, l'essor du bio. Qui aurait cru il y a quelques années que le bio aurait cette place-là? Tout le monde disait ouais mais c'est un truc de bobo, c'est trop cher, voilà, c'est pas sérieux. Sauf qu'aujourd'hui c'est partout, dans tous les supermarchés, il y en a partout. On peut dire oui, on n'y croit pas, c'est pas du vrai bio. Toujours est-il que maintenant les gens se sont réappropriés la question alimentaire et qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher s'ils ont la garantie que ça ne va pas leur faire de mal et a fortiori ne va faire de mal à l'environnement. Je crois que ce mouvement est possible dans le vêtement et je crois que c'est même l'avenir et que moi mon souhait c'est que ce soit les marques françaises qui soient les pionnières dans ce domaine-là. Voilà. Moi, je parlais aussi du pouvoir politique, des décisions politiques qui sont finalement au cœur des choses, puisque si le bio est arrivé dans les magasins, c'est parce que justement il y a eu des décisions politiques prises pour que l'économie puisse aussi être orientée dans ce sens-là. Et donc, je pense qu'en fait, ça passe aussi par des choix que les politiques doivent faire. Forcément, la politique doit s'en mêler dans tout ça. Il y a eu quelques aides, mais il faut mettre les choses dans la juste mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient de supprimer avant-hier, on a supprimé les aides à l'installation dans le bio. On continue aussi à avoir quand même une politique qui favorise l'agriculture traditionnelle avec politique agricole commune. Donc du coup, moi je pense que c'est quand même un moment, il y a eu plusieurs facteurs, mais il y a eu aussi la volonté, ces paysans qui quand ils étaient dans leur champ, consommaient du pesticide, qui souffraient dans leur santé, qui voyaient la détérioration de leur milieu et qui ont décidé à un moment courageusement d'innover, d'inventer un nouveau modèle agricole. C'est beaucoup à eux qu'on doit ça aussi. Et après, effectivement, la réglementation a été plutôt favorable, on soutient, on en parle, etc. Les médias, d'une certaine manière, certains médias ou certains enseignants, tous les acteurs en fait, de cette communication ont promu ça. Il y a eu aussi un autre mouvement qui peut sembler éloigné. Vous connaissez Top Chef, Viens dîner chez moi, je ne sais plus le nom des émissions, mais vous savez, ces émissions culinaires, par exemple, elles ont joué un rôle très important parce que les gens ont repris, ça revalorise en fait le processus de transformation d'un légume en un plat à la fin, et on se repose des questions sur finalement d'où vient ce légume, il faut qu'il soit goûteux, s'il n'est pas bon à la base parce que c'est un truc qui est plein d'eau et qui a été poussé en 2 jours, c'est pas forcément bon à la fin dans ma casserole. Et donc du coup il y a aussi toute la réappropriation, c'est aussi la connaissance des savoir-faire liés à la production alimentaire et à voilà. Donc tout ce mouvement-là, il est venu ces 10-20 dernières années et il est venu accompagner cet essor-là. Mais moi je plaide aussi pour qu'effectivement on est de plus en tout cas que les normes existantes, par exemple en matière de présence de produits textiles
dans les textiles soit effectivement appliquée. Rien que ça. Qu'on ait un contrôle plus important, alors qu'on empêche, enfin voilà, qu'on ait une approche plus raisonnée. J'ai pas de solution, mais sur la réglementation à ce stade, parce que je l'ai dit, ce sont des grandes entreprises et elles échappent parfois à tout ça. Il y a un jeune homme qui me pose cette question. Pas directement, mais on fait des véganes et des vêtements véganes. C'est oui. Plutôt au niveau éthique ou au niveau économique, du coup. Les gens qui deviennent véganes, en général, c'est des gens qui ont de l'argent et tout ça. Les gens qui achètent des vêtements véganes, c'est pareil. En général, les gens qui ont... Oui, alors... c'est vrai qu'il y a d'autres personnes. Vegan, c'est en fait qu'il n'y ait pas eu de fibres issues de... Enfin, en tout cas dans le vêtement, hein, de fibres issues d'animaux. Donc du coup, vous n'allez pas mettre de cuir, vous allez mettre plutôt... Alors les alternatives véganes, c'est souvent la pétrochimie, c'est le simili-cuir, qui est en fait une matière artificielle faite à partir de procédés chimiques, etc. Donc du point de vue des impacts sur l'environnement et sur la biodiversité, si on aime les animaux, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, hein, mais voilà. C'est souvent une conviction par rapport au bien-être animal. Donc voilà, après c'est vrai qu'aujourd'hui les exploitations d'élevage d'animaux pour faire des matières premières pour le vêtement sont comme les élevages d'animaux pour faire de la viande, c'est-à-dire que l'animal est traité comme un objet. Mais c'est pareil pour la viande, hein. Vous voyez les poules en batterie, les fermes-usines avec des bovins dedans, l'animal n'est pas traité comme un être vivant, c'est quand même du vivant. Et en fait, c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui, mais c'est lié aussi au volume, puisqu'on produit énormément, on en consomme trop de viande, comme on va produire en des quantités astronomiques, on va élever des animaux pour des matières premières. Le scandale qu'il y a eu récent, c'est sur le mohair. On a montré, donc PETA, l'association qui protège les animaux, a fait une vidéo dans une exploitation de chèvres mohair et elle a montré comment étaient traités ces animaux. Ça a provoqué un scandale et du coup H&M a retiré tous les produits en mohair des magasins. Sauf qu'on a aussi des gens très bien qui font du mohair, qui élèvent leurs chèvres en plein air, qui les traitent bien, qui savent comment les tondre, j'allais dire, parce que c'est pareil pour la laine, hein, l'animal il est vivant, hein, on le tond, c'est tout. Et donc du coup, qui font très bien leur travail et qui du coup sont stigmatisés par ça, c'est-à-dire qu'on dit voilà, si mon vêtement contient une matière animale, c'est parce qu'il y a eu de la souffrance. Non, c'est parce qu'on a choisi de le faire dans ces conditions pour avoir du mohair pas cher. Si on veut payer le prix juste pour l'éleveur qui tond sa bête ou la société qui tond sa bête, celle qui la transforme, celle qui la file, celle qui la tisse, celle qui machin, et qui la tricote, bon effectivement, c'est quand même un produit, ça n'était pas dans le passé, mais aujourd'hui, vu qu'on n'a pas forcément beaucoup de... Enfin, voilà. Bref, c'est un produit assez rare et luxueux. Et la fourrure, c'est vrai que si vous avez des sous-produits de la viande, comme des peaux de mouton qui sont utilisés pour faire des vêtements chauds, à la limite, ça peut être accepté parce qu'on peut très bien dire c'est un sous-produit de la viande, plutôt que de jeter à la poubelle, je l'utilise dans la confection. C'était ce que faisaient les personnes en milieu rural, depuis toujours, dans le monde, en utilisant, ils ont des animaux pour faire du lait. Quand l'animal est en fin de vie, ils le mangent, etc., ou ils élèvent des poules ou des trucs comme ça, bon bref, ils vont utiliser le reste de l'animal pour en faire un produit qui va servir à faire des tapis à la maison, peut-être même un produit pour faire la construction des habitats, enfin tout ce qu'on veut. Donc c'est pas totalement idiot. Le problème c'est aujourd'hui les volumes. C'est-à-dire qu'on va exploiter des animaux juste pour leur enlever la peau, pour leur... Enfin, voilà. Dans des conditions abominables. Il y a le système... il y a par exemple un exemple de pratique dans les élevages pour les élevages de laine, notamment en Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'on appelle le museling. Je ne sais jamais le dire, mais en gros, on va au scalpel mutiler les animaux aux endroits où ils risquent d'avoir des parasites. Donc et on les laisse comme ça. Hein. Rien. C'est comme ça. Donc l'animal, il va souffrir pendant toute sa durée de vie.
pour à la fin qu'on ait une laine pas trop chère. Vous voyez la logique. Et moi je comprends qu'on dise, et après opposer ça, oui mais les gens ils veulent des trucs pas chers, oui mais les gens ils veulent pas non plus que des élevages, des milliers d'animaux, des cheptels entiers hurlent à la mort pendant toute leur durée de vie, qui est relativement courte par ailleurs. Et non, je pense pas. Enfin, cette conscience-là, elle est partagée par toute l'humanité. Même si on peut se dire, ah, bah, c'est que des animaux, quand même, c'est quelque chose, c'est un être vivant. Et donc, du coup, la souffrance animale nous fait du mal et elle témoigne de notre propre humanité. Parce que si on est capable de le faire au reste du vivant, on est capable peut-être de le faire aussi. Enfin, on a une très faible considération de ce qu'est le vivant, peut-être même de ce qu'est le vivant humain, finalement. Et donc, il y a un excellent... une personne que j'ai... voilà, qui s'appelle Fabrice Nicolino, qui a écrit un livre qui s'appelle Bidoche. Et c'est lui qui dit ça. Il dit finalement ce qu'on fait aux animaux est le témoignage de notre propre humanité, de ce qu'on serait capable de faire aux hommes. Donc moi, à ce titre-là, j'estime que c'est vraiment un fait gravissime d'exploiter de cette manière-là le vivant, témoigne vraiment d'une dégradation de notre civilisation et de ce qu'on est. Et donc quand on achète un vêtement à la fin, on n'a peut-être pas envie d'être l'artisan de ça, on a peut-être envie d'être l'artisan de quelque chose de bien, en tout cas pas de la souffrance des animaux. C'est sans fin, parce que depuis tout à l'heure, on répète la même chose. C'est pas bien si ça, et si ça, c'est pas bien. Mais la source du problème, parce que s'il y a un problème, c'est qu'il y a une source. C'est quoi, encore une fois? C'est l'être humain, ou le fait... ou l'économie, le fait d'acheter? C'est une excellente question. Je pense que c'est ce qu'on a. On pense que l'économie, c'est quelque chose qui est en dehors de toute chose. Mais l'économie, elle est bâtie par nous. Économos, la racine du mot économie, économos, c'est organisation de la société. Ça n'est pas un truc complètement, c'est la façon dont on organise les activités humaines. Et aujourd'hui, qui sont les artisans de cette organisation des activités humaines? Ce sont aussi des hommes. Alors après, c'est vrai que quand vous avez, comme je l'ai dit, une très grande entreprise, c'est pas comme vous êtes deux pour prendre une décision. Est-ce qu'on va manger là ou là ce midi? Ça va vite. Si vous êtes 30, c'est plus compliqué de choisir où je vais aller déjeuner. C'est un peu pareil dans une entreprise. Plus elles sont grosses, plus c'est compliqué de démarrer des processus de changement. Mais ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. Et moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'organise des forums avec les entreprises. On leur montre les innovations, on leur montre les solutions locales, on leur montre tout ça pour essayer de les amener par eux-mêmes à changer. Et je continuerai toujours à plaider ça et à soutenir aussi tous les jeunes créateurs qui sont pionniers, parce que peut-être que ce sera eux les leaders de demain et ce sera eux qui demain seront parce que vous les choisirez, seront aussi les marques de demain et du coup qui seront pas, qui éviteront les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Oui. En général, c'est beaucoup plus cher parce que ça a été fait directement à la main. Oui, voilà. En fait, vous avez la haute couture. J'en ai pas parlé, j'ai pas fait de détour par là. Je vais finir là-dessus parce qu'il faut que j'aille reprendre mon train. Mais vous avez la haute couture qui est née à la cour du roi, hein, tout simplement, et qui aujourd'hui, ce sont des grandes maisons. La plupart appartiennent à des très grands groupes. Il n'y a plus de maisons de couture indépendantes. Vous savez, le créateur qui a sa petite maison de couture, maison de haute couture, qui va faire. Donc la plupart appartiennent à des grands groupes. Ceci dit, quand vous avez les défilés de haute couture, les Fashion Week, c'est comme de l'art. C'est comme si vous savez, une œuvre d'art, ça n'a pas. Vous pouvez avoir un tableau qui fait cette taille-là et qui va valoir 2 millions d'euros. C'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est un mode d'expression artistique finalement. Après, ces collections-là de haute couture, elles sont vendues. Et c'est effectivement encore artisanal. Et puis ces mêmes maisons font du prêt-à-porter. Vous pouvez aller dans une boutique Yves Saint Laurent, dans une boutique Céline, dans une boutique je sais pas quoi, acheter un vêtement qui va coûter assez cher. Et là, c'est du prêt-à-porter. Bon, généralement, les standards de fabrication restent assez bons parce que ça reste du haut de gamme. Après, vous avez ce qu'on appelle, et qui est né en France il n'y a pas longtemps, le luxe accessible. Le luxe accessible, c'est des marques qui ressemblent à de la haute couture, c'est-à-dire que c'est que le prêt-à-porter.
Et ils vont avoir aussi des défilés, des modèles assez originaux dans leurs défilés, mais ils vont être moins chers, ils vont coûter quelques centaines d'euros. Pour un beau manteau, ça va être plus de 1000 euros, etc. Et là, dans ce secteur-là, vous avez plutôt le haut de gamme du luxe, enfin du luxe accessible, qui n'est pas... En fait, il y a plus cher, hein, je vous assure, il y a plus cher. Et le luxe se porte très bien. Le luxe explose partout dans le monde, je vous le dis. Sachez-le, si vous vous orientez professionnellement, c'est le secteur... Bon bref, c'est une parenthèse, hein. Je ne pense pas que ce soit très souhaitable, mais enfin en tout cas, c'est ce qui se passe. Bon, toujours est-il que vous avez en dessous des marques haut de gamme qui vendent un pull 300 euros, un pantalon 200 euros, un manteau 800 euros et qui font dans des conditions identiques à celles des marques qu'on a citées tout à l'heure et qui sont de la fast fashion. Vous pouvez acheter un vêtement dans ces enseignes sans avoir aucune garantie que même si vous avez payé 10 fois le prix que vous auriez payé dans une enseigne de distribution classique pas cher, on va dire, vous n'avez aucune garantie. Ce que vous payez, c'est le design qui va être très tendance, très pointu. Vous allez peut-être payer un peu plus de savoir-faire parce qu'ils vont quand même être soucieux de la conception du vêtement, mais globalement, on ne sait pas. Et donc, il faut vraiment regarder. Il y a une marque en France, par exemple, qui est plutôt haut de gamme comme ça, moyenne gamme, c'est Balzac Paris. Eux, depuis le début, ils ont fait ils vendent qu'en ligne et voilà, Balzac Paris, c'est ce genre d'enseigne. Mais les autres, enfin moi personnellement, je n'en connais pas. Il y a eu un article récemment sur un blog qui est génial, qui s'appelle Slow We Are, voilà, machin, où il y a plein d'infos, ils vont enquêter dans les marques et ils vont voir les étiquettes, ils relayent ce genre d'informations. Voilà. Donc le prix ne veut pas dire forcément une garantie. Donc c'est vraiment l'approche dans les choix que vous faites qui va être déterminant et le fait de demander. Vous avez le droit de demander, même si ça ne coûte pas. Enfin voilà, d'où ça vient, comment ça a été produit, pourquoi, dans quelles conditions, etc.